Salut à tous, épisode 16 avec Astana. Je vous prie d'excuser ma voix, je suis malade actuellement. On va continuer notre saison 2020 avec cette équipe qui a été un petit peu modifiée. On va voir quelques nouveaux coureurs au cours de cet épisode. On avait, à l'épisode précédent, fait beaucoup de planification, notamment pour Lopez, pour lequel les choses sont avancées parce que je veux un deuxième pick sur le Giro. Après, il y a eu aussi le cas de Jakob Fuglsang. Jakob Fuglsang, lui, a quand même en ligne de mire Liège, Dauphiné, Tour de France, peut-être championnat du monde. On va en reparler juste après. On a eu aussi pas mal de calculs autour de Lutsenko. Lutsenko qui va essayer d'aller performer sur les Flandriennes. C'est un sacré défi, mais qui aura aussi d'autres ambitions au fil de la saison. Bref, il y a pas mal de choses à voir. On avait aussi un petit peu démarré la saison 2020 avec notamment une petite visite en Australie du côté du Tour Down Under où Ciccone avait pas mal performé puisqu'au final il était deuxième crédité du même temps, quoique ayant gagné une victoire d'étape alors que Kwiatkowski n'en avait pas gagné. Bon, on verra bien. Et il y avait un choix. Je vous avais laissé là-dessus. Je vous avais laissé sur un choix entre Kazakhstan et Danemark pour ce qui est du championnat du monde. Quelle équipe nationale. Vous avez voté, relativement nombreux, j'en étais très heureux. Merci beaucoup à tous les votants. La majorité a décidé que ce serait le Danemark de probablement Jakob Fuglsang, puisque nous serons sur parcours de Florence. Donc voilà, à voir, ce sera dans longtemps. Et puis je me permets un petit tour là assez exotique, le tour du Haut-Var, avec notre équipe Astana, c'est assez rigolo avec Astana d'aller sur le tour du Haut-Var, mais pourquoi pas à la limite, quand on est comme ça à la fin du mois de février, il y a de bonnes raisons d'aller dans le Var, je peux vous l'assurer, je peux en témoigner. Voilà, donc j'ai emmené une équipe modeste, bien sûr. J'ai de toute façon fait plusieurs groupes là en ce début de saison pour ce qui est de participer aux épreuves par-ci, aux épreuves par-là. Aucune équipe n'est réellement constituée pour gagner. Il s'agit plus de s'amuser en l'occurrence pour essayer de prendre le contrôle d'une équipe un petit peu mixte entre quelques Flandriens, un petit sprinter Moschetti, quelqu'un qui peut avoir par contre des rôles de leader dans la saison, Bass. On a comme ça un petit panaché de pas mal de types de coureurs qui courront pas souvent ensemble en fait. Mais voilà, sur ce tour du Haut-Var, voilà comment ça se passe. On a Moschetti, en fait, je l'aime bien. J'aime bien ce coureur. Je trouve que ce serait rigolo d'arriver à lui faire gagner deux ou trois petits trucs cette saison. Il a pas des notes dégueu, Il est franchement sympa. Après, il est évident que si je vais sur le tour du Haut-Var, c'est parce qu'il y a ce rendez-vous du Mont Faron, l'étape 3 qu'on va voir juste après, c'est rigolo. Là, mauvaise nouvelle, l'abandon de Ballerini. C'est dommage parce que Ballerini, c'est quelqu'un, je l'apprécie, et puis en plus, il était vraiment partie intégrante de l'équipe de classique pour la période après, à partir du mois de mars, mi-mars. Je l'avais même prévu pour Milan-San Remo, Ballerini. Donc voilà, il va falloir recomposer un peu tout ça. Et puis, vous avez vu sur cette étape vallonnée, l'étape 2 là, je suis assez surpris de la manière dont Moschetti tient bien le choc. Là, il y a Rui Costa qui a des velléités d'échapper en toute fin d'étape. Avec, du coup, moi j'ai pris la roue avec Bass. Après, je relaye, mais ça roule très fort derrière, puisque Rudy Mollard, qui avait pris le jaune à l'étape 1, Rudy Mollard avait encore un équipier pour rouler. Du coup, c'était peut-être un petit peu plus délicat. Il aurait fallu rouler davantage. J'ai pas voulu non plus cramer Henrik Bass. Et
on va jouer le coup pour Moschetti sur cette fin d'étape. Voilà, fait plaisir. Petite victoire italienne à Stana en cette deuxième étape du Tour du Var. Tour du Var qui en compte 3, hein, donc c'est bientôt fini. Et tout l'intérêt, en fait, je trouve, de ce Tour du Var, mis à part de blesser des coureurs, parce qu'après il faut un peu reformer nos équipes. En plus là c'est la clavicule, hein. Il y en a pour un bon moment. On peut considérer que le printemps des classiques pour Ballerini c'est terminé, hein, déjà avant d'avoir commencé. Donc petite modif, voilà, etc. Je vous passe les détails et rendez-vous avec le Mont Faron. Cette ascension, si j'ose dire, me tient à cœur. Moi je l'ai monté un certain nombre de fois, le Mont Faron. C'est pas moi qui ai le com sur Strava, je vous rassure de suite, hein. Et de loin. Mais par contre, c'est toujours quelque chose d'assez sympa à grimper. Ça dure pas longtemps, hein. Ça dure environ 4 km. Le pourcentage moyen, il est autour des 7-8%, voilà, pas plus. Mais c'est plutôt sympa. Et évidemment, les coureurs professionnels, eux, ils montent ça très rapidement. Ils le montent, on va dire, emmenés par des équipiers avant que les leaders s'expliquent sur le final, un truc assez classique dans le fond. Hein. Mais ils le montent très vite, hein, le Mont Faron. Hein, c'est pas du tout comme le coureur lambda. Donc, on mise évidemment sur Enric Mas, sur ce Mont Faron, pour peut-être aller nous chercher le classement général. Qui sait? Ce serait rigolo. Alors, Rudy Mollard, il est bien aux avant-postes. Vous avez vu Rui Costa qui est actif. On a vu Alexis Villermoz qui aussi tente quelque chose. Voilà, bah écoutez, c'est intéressant. Un UAE, un AG2R, un FDJ et un Astana. Donc de belles équipes représentées ici à l'avant sur ce final de l'étape 3. Et tout va se jouer. Voilà, je vais essayer de prendre la roue de Rui Costa. Mais Rui Costa va bien résister. Mas n'était pas en grande forme ce jour-là. Et ben voilà, ben ça arrive. Ça arrive, du coup, deuxième, avec un léger écart peut-être concédé à Rui Costa. Tout va se jouer sur les bonifs, hein, quelque part. Ça va se jouer sur les bonifs, ça va se jouer aussi aux victoires d'étape. Et c'est comme ça que Rudy Mollard va s'imposer sur le Tour du Var. Tour de magie, vous avez vu à la toute fin, là. Tour de magie avec les, les objets sur le podium. Et on enchaîne avec quelque chose peut-être d'un petit peu plus sérieux, puisqu'il s'agit là par contre d'une épreuve World Tour, même si c'est un Tour World Tour de classe B, mais quand même, c'est le Tour des Émirats Arabes Unis qui commence par un exercice toujours alléchant. C'est le contre-la-montre par équipe, sur une durée, sur une longueur, qui n'est pas non plus immense. On est un petit peu en dessous des 20 km. Donc la note de prologue est également prise en compte par le jeu. Note de résistance, note de plaine également, hein, pour un exercice comme celui-là. Et j'ai pas une équipe dégueu, hein, faut quand même l'avouer. On a emmené Craig Anderson, on a emmené Mats Pedersen. Après par contre, c'est sûr que c'est pas Egg ni Boharo qui vont nous assurer une victoire sur ce type d'épreuve. Mais Lopez est un bon rouleur. Ciccone est présent pour aider Lopez. Vous avez vu, je suis encore dans le remix des équipes. Hein. Par exemple, cette équipe-là, contrairement à ce que j'avais fait quand j'avais joué avec Primoz Roglic et la Jumbo-Visma, cette équipe-là, ce n'est pas du tout l'équipe qui sera alignée plus tard, bien plus tard, sur le Giro ou même juste avant, enfin juste après ça, sur Tirreno. Hein. C'est encore des remixes d'équipes. Je suis pas du tout sur des formations définitives, je dirais. Voilà. À l'époque, avec Jumbo-Visma, j'avais tenté d'avoir plus ou moins la même ossature sur le Tour UAE, sur Tirreno et sur le Giro, parce que c'était un Giro 2019 qu'on avait en ligne de mire et qui comportait une épreuve, des épreuves de contre-la-montre, avec aussi, bon, voilà, il y avait des contraintes à ce moment-là, qui avaient fait que là, c'est pas pareil. On a réussi,
quand même tirer le chapeau à la Deceuninck Quick-Step qui a réussi à choper ce CLM initial. Gaviria est en jolie forme en ce début de saison, ça n'est pas la seule victoire pour lui, hein. Il est, vous allez voir dans la suite de l'épisode que Gaviria il est pas mal du tout. Il y a une vraie lutte au niveau des sprinters, on voit que Dylan Holloway est présent, il y a un joli plateau, c'est sympa ça, il y a un joli plateau, mais par contre il y a aussi des étapes sur ce tour UAE, des étapes pour que les grimpeurs ou alors les punchers, voire même les punchers grimpeurs puissent s'exprimer, et donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a un petit peu à manger pour tout le monde, hein. Donc nous on n'est pas venu réellement pour s'imposer au sprint, sinon j'aurais emmené Kort Nielsen. Ouais, mais Kort Nielsen, il a d'autres choses en tête, puisque vous savez que à la toute fin du tour UAE, ça concorde avec le Omloop Last News et Kurne Bruxelles Kurne, sur lesquels par contre là oui je vais aligner Kort Nielsen. Donc voilà, il est dans autre chose, Kort Nielsen. On a fait des petits... j'ai réparti les rôles un peu en ce début de saison, sachant que pour des épreuves plus importantes, on sélectionnera davantage les meilleurs coureurs de l'équipe, mais là, peut-être pas nécessaire de tout jeter dans la bataille sur un tour des Émirats. L'essentiel, c'est plutôt le général pour nous sur cette épreuve. J'avais pas réussi à le gagner l'année passée, et ben là, on n'est pas trop mal, puisque victoire de Romain Bardet, certes, deuxième place de Lopez qui devrait garantir la prise du maillot de leader. Voilà, c'était un petit peu l'objectif. Il n'y avait personne chez Deceuninck Quick-Step qui était en mesure de, on va dire, maintenir la petite seconde d'écart qui avait été obtenue au contre-la-montre initial. Du coup, Lopez va prendre le maillot de leader. C'était un petit peu l'objectif de cette étape, donc parfait. Étape 4 ensuite, sur laquelle le final peut s'adresser à un puncher pour ce qui est de la victoire d'étape, puisqu'il y a une toute petite côte, mais quand même avec du pourcentage au moment de l'arrivée. Donc c'est pour ça on la voit même pas sur le profil général, mais elle est bel et bien présente. Je n'ai pas de spécialiste pour ce type d'arrivée dans l'équipe. Peut-être que si on fouille bien, parmi les coureurs alignés, peut-être ce serait Kragh Andersen qui serait le plus à même de faire quelque chose sur ce type d'arrivée. Voilà, bon, après moi, je vous avoue, j'ai pas non plus cherché à tout rafler sur ce tour UAE. J'estimais que déjà emmener Lopez, voire même Ciccone, on sait jamais, ou Egg, surtout Egg d'ailleurs, puisque Egg est arrivé un petit peu mieux à l'étape 3 que ce que n'a pu le faire Ciccone. Vous voyez, victoire de Valgren. On a aussi une bonne place pour Julien Alaphilippe. Donc c'était bel et bien pour un puncher, celle-là. Lopez ne punche pas réellement. C'est pas quelqu'un avec lequel on peut espérer, en tout cas je n'essaye pas, de gagner ce genre d'étape. La suivante est assez plate pour ce qui est du final, donc c'est pour un sprinter. On va rapidement en regarder un bref résumé. Voilà. Je me mêle à la lutte quand même. Je me mêle à la lutte avec Pedersen qui est capable de lancer Kragh Andersen, parce que bon, il y a toujours moyen, voilà, mais sans trop de conviction. Et même si j'y mets de la conviction, il y a comme ça des sprinters de classe mondiale qui sont supra au-dessus de nous. Là, c'est Holloway devant Viviani. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même division, là. Donc très bien. On avait vu Gaviria, on voit Holloway. C'est parfait. Les meilleurs sont présents. On les reverra à l'étape 7. Et en attendant, il y a l'étape 6 qui est le juge de paix de ce Tour des Émirats Arabes Unis, avec une très très jolie arrivée au sommet. L'ascension est relativement longue. L'ascension finale, elle fait plus de 15 km avec un pourcentage. C'est assez régulier, je dirais. Mais c'est pas insignifiant. Il y a
il y a quand même moyen d'éliminer pas mal de coureurs. Moi je joue la prudence parce que Lopez a le maillot sur les épaules, donc je ne vais pas cramer mes équipiers. Je préfère garder le maximum de barres pour la toute fin, quand il s'agira de plutôt répliquer aux offensives des uns et des autres. Alors par exemple, c'était la Trek Segafredo qui avait choisi de mener pendant toute une partie de la montée, avant un petit peu de s'étioler. Là on les voit, ils ont un petit peu disparu. Et du coup là c'est un peu chacun pour soi. Moment délicat, je vais demander à Egg de remonter pour pouvoir tracer la route à Lopez via Ciccone. Et puis c'est surtout Egg en fait qui va être bien en capacité de faire le boulot sur le final pour que Lopez puisse limiter la casse victoire d'un ancien d'Astana, Yon Izagirre, qui est chez Lotto Soudal. Hein. Donc attention, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Yon Izagirre chez Lotto Soudal. On a donc Pozzo Vivo qui veut lui chercher une place, me semble-t-il. Et sinon, que se passe-t-il? Le maillot, il est confortablement sur les épaules de Lopez. Voilà. Lopez, donc, va remporter ce tour UAE, sauf chute, sauf coup de théâtre. Et la dernière étape est promise aux sprinters. Donc, je tente quand même le coup. Vous avez vu avec Pedersen et Kragh Andersen. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Les prononciations, je peux pas trop le faire là aujourd'hui parce que j'ai le nez qui est totalement bouché. C'est dur à prononcer ces mots-là. Je la fais à la française. Hein. Je la fais à la française, n'en veuillez pas. Donc encore une victoire pour Holloway. Victoire finale de Lopez. Voilà, on a un joli plateau hein, quand même qui était présent sur ce tour UAE. Il y avait notamment Egan Bernal qui lui par contre doit se contenter du classement du meilleur jeune, très bien. Et on va là où je vous avais dit tout à l'heure, du côté du Omloop Last News, donc Headfolk, on peut l'appeler de pas mal de façons différentes pour un changement de cadre total. Ce n'est pas du tout le même type d'équipe qu'on aligne, et forcément, puisque cette Omloop a lieu en même temps que la 7ème étape du Tour des Émirats, donc pas le choix. Et puis de toute façon, là, je voulais plutôt une équipe plutôt de Flandrien, on va dire, même s'il y a quelques pièces rapportées, notamment Fuglsang. Je vous avais expliqué que j'avais besoin de donner 2 jours de course à Fuglsang, mais dans le mur. Le mur, comme disent les gens de là-bas, le mur de Gramont. On est donc dans le final de Omloop. J'avais besoin de donner quelques jours de course à Fuglsang là, parce que je voulais un peu arrondir mon total de points de préparation avant les Ardennaises, et pour que le pic de Fuglsang se déclenche quand même aussi sur la fin du Pays Basque, parce qu'il y a une étape raide à l'étape 5 dans le Tour du Pays Basque qui est prévu prochainement. Donc on fait travailler Fuglsang, mais à un moment donné il n'est pas obligé de se dépouiller non plus. Hein. Il n'est pas là pour essayer de gagner. Hein. C'est plutôt entre Kort Nielsen et Lutsenko, notre champion du monde, que les choses peuvent se discuter, quoi. Et on a un Sonny Colbrelli qui est pas mal du tout, puisque plusieurs fois, vous allez voir, il va résister à une offensive de l'un ou de l'autre, de nos deux leaders, on va dire, du jour, hein, Lutsenko, Kort Nielsen. Et donc, Colbrelli, vous voyez, encore une petite réplique. On a compris, ça pourrait bien se jouer à 3, même si derrière, ils sont pas loin, hein. Ils sont pas loin du tout, hein. Puisque ça se joue à 3, on va jouer le coup en 2 contre 1, c'est-à-dire attaque de Lutsenko pour obliger ou pas Colbrelli à réagir, et si Colbrelli revient, ce qui va être le cas, à ce moment-là, on essaiera plutôt de s'occuper de lui au sprint via Kort Nielsen, qui est avec des notes qui sont relativement proches de celles de Colbrelli par exemple. Donc tout se passe comme prévu. Victoire pour Magnus Kort Nielsen, yes. Dans ce début 2020, il débloque son compteur, pour être précis. Il avait déjà gagné 2 autres courses. C'était des étapes, je crois, à Valence, sur Tour de Valence, etc. Simulé, hein, j'avais pas joué, comme vous en doutez. Voilà, donc victoire pour Kort Nielsen.
Et il y a quelque chose qu'on attend le lendemain du côté de Kurde, avec là par contre l'IA qui, pour moi, fait une faute de goût, mais ça n'est qu'une IA, on peut pas lui demander trop de choses. Faute de goût de l'IA qui aligne pas mal de coureurs présents sur le Tour des Émirats à Kurde. Faute de goût, pourquoi? Selon moi, parce que quand vous terminez le samedi aux Émirats, est-ce que vous êtes le dimanche matin en Belgique? Permettez-moi d'en douter. Mais c'est pas grave, ça renforce l'adversité. Du coup, ça nous oblige à essayer, j'ai bien dit essayer, de provoquer des choses, et regardez là, je suis embêté. Voilà. Pile au moment où j'étais en train de provoquer certaines choses avec Fuglsang, et ensuite je m'apprêtais à accélérer avec Lutsenko pour peut-être créer une différence pour éviter d'aller au sprint massif avec les tout meilleurs sprinteurs du monde, en tout cas certains. Il y a eu la crevaison de Kurt Nielsen qui m'a obligé à l'attendre quelque part, parce que Kurt Nielsen reste tout de même notre meilleure force sur ce type d'épreuve. Donc ce serait un peu un profil qu'on pourrait rapprocher, hein, c'est pas identique, ça va sans dire, mais c'est pas identique, mais ça se rapprocherait de Gant Wevelgem en fait. Hein. C'est-à-dire, ne compte pas sur un bon pavé ou deux pour faire la différence en fin de course, comme on a pu le faire sur Omloop, avec l'enchaînement mur de Grabon-Bosberg. Donc ne compte pas là-dessus, parce qu'il va falloir plutôt essayer de se la disputer au sprint. Après, on a déjà vu que sur Kurde, on pouvait aussi avoir d'autres types de fin de course. Bon, ça aura du mal avec le cas là, parce que j'ai peut-être pas non plus une équipe très forte. Et puis il y a de beaux équipiers en face qui roulent très bien. Donc on va faire notre possible pour l'ami Kurt Nielsen. C'est parti. Allez. Allez. Vous voyez, c'est délicat. Hein. C'est délicat. Si déjà on prend un top 5, on sera content. On sera content. Victoire, sans discuter, d'Elia Viviani. Magnifique victoire pour Elia Viviani. Ok. Vous avez vu, Elia Viviani est également un Lotto Soudal. Je l'avais un petit peu montré sur le Tour Down Under. Donc, ils ont Caleb Ewan et Elia Viviani. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Ils ont bien recruté, ils ont pris Yonis Aguirre aussi, etc. Ils ont perdu pour moi le coureur absolu, hein, Tish Belot, qui est parti dans cette partie, il est chez Education First, Belot. Mais donc ils ont perdu l'élément ultime, ça c'est pour rigoler que je le dis. Mais par contre, ils ont quand même bien renforcé l'équipe Lotto Soudal. On est sur les Strade Bianche, une course qui me tient particulièrement à cœur, j'adore cette course. Je suis en train de projeter pourquoi pas d'y être présent en mars prochain. Là, j'ai déjà un petit peu mis 2-3 petits trucs en place. Pas sur le vélo, ça va sans dire. Hein, je veux que blague pourrie, mais je voulais quand même préciser, pas de malentendu. On est bien armé, hein, faut quand même le dire. On a de très bons coureurs sur ces Strade Bianche. Pour le coup, Strade Bianche, vous voyez, j'ai emmené un certain nombre de gars qui seront sur Tirreno. Donc là, par contre, c'est un peu un avant-goût en tout cas pour la composition d'équipe, c'est un avant-goût de Tirreno. Évidemment pas pour la course, puisque ça c'est une course d'un jour, ça n'a pas grand-chose à voir. Vous voyez, gros effort là. Moi, j'essaie de faire un petit peu provoquer des cassures dans ce secteur qui est très intéressant. Voilà. Craig Anderson aura bien œuvré et il donnera ensuite le relais à d'autres. C'est Ciccone ensuite qui est missionné pour emmener ces deux leaders, Lutsenko, Fuglsang, qui sont calés dans la roue. Voilà, on essaie de vraiment accélérer. Alors, j'ai pas vraiment de préférence entre Lutsenko et Fuglsang, pour être franc. Je ne sais pas lequel des deux je peux vouloir privilégier. Je dirais que tout sera une affaire d'opportunité dans le final.
Il y a quelques très bons coureurs qui sont présents. PCMCE a fait son boulot, puisqu'il y a une option où on peut comme ça un peu améliorer la participation au Strade Bianche. Je m'en suis pas privé, hein, parce que j'avais envie d'avoir de l'adversité. En fait, seul Julien Lafilippe, parmi les grands noms qui pourraient être présents ici ou à Haute-Van-Aert, ne sont pas là, mais sinon il y a une jolie adversité, à tel point que je vais tenter à un moment donné de me détacher. Ça va être ici avec Full Sang, voilà. On va essayer de partir. Eh ouais, mais non, hein. Et faut pas croire, hein. Il y a Kwiatkowski notamment, il y a Dan Martin qui sont bien vigilants. Du coup, à quoi bon on va se rabattre plutôt dans la roue de Kwiatkowski pour un final très incertain. Kwiatkowski sur le mur de Sienne avec Full Sang dans la roue. J'essaie de provoquer un peu Kwiatkowski en lançant Lutsenko pour essayer de l'obliger à se bouger un petit peu et du coup à emmener Full Sang qui n'est pas bloqué et qui arrive à s'imposer. Honnêtement, sur cette course, j'ai appris quelque chose, c'est que Full Sang peut taper Kwiatkowski malgré une infériorité sur la note d'accélération et de sprint qui sont très claires, hein. Mais toute la clé, c'était, je pense, la note en vallon d'une part, et surtout le fait d'avoir été emmené dans la roue. Donc, très jolie victoire de Full Sang sur une course assez incertaine. Et ça nous fait la transition vers le deuxième objectif sponsor de l'année, qui est Paris-Nice. On va aller donc tout de suite sur Paris-Nice. J'ai choisi un profil 2017 afin d'essayer d'avoir une jolie course. Voilà, jusqu'à la dernière étape, peut-être, qui sait. En tout cas, du suspense. J'ai envie de parler des leaders, parce que c'est la vérité. Les leaders pour le classement général, ce sont Lopez et Bass. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que normalement, ce devrait être Lopez, bien sûr. Eh bien, je dis ça parce que Lopez, je lui ai volontairement avancé son pic de forme, ce qui fait que il ne terminera pas Paris-Nice sous pic de forme. Je m'en fiche, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des jours de prépa qui comptent très rapidement pour le Giro prochain. Lopez, c'est vraiment le Giro que je veux en cette année 2020, sans garantie de l'obtenir, mais en tout cas, j'ai envie qu'il ait toutes ses chances là-bas. Du coup, il n'est pas dit qu'en cours de Paris-Nice, le leadership ne switche pas sur Henrik Mas. C'est pas du tout interdit de le penser. Dans cette étape 1, où Kort Nielsen est présent, donc ça veut dire qu'on a une ambition de victoire d'étape, hein, dès lors qu'il est là. Vilaine chute de Egg, ça m'embête. Egg, ça dépend des gens, des prononciations diverses. Elle m'arrange pas, parce qu'il risque de prendre un écart au général, et puis là il y en a une qui m'arrange encore moins, c'est la chute de l'ami Fraile. Parce que Fraile, c'est exactement, vous savez, comme sur le Tour de France que j'avais disputé l'année précédente, l'attelage Fraile qui emmène Kort Nielsen, c'est un attelage très bon pour moi. Un puncher qui emmène un sprinter costaud, moi, c'est tout à fait le type de choses avec lesquelles je peux composer pour essayer d'aller glaner des étapes, même face à des sprinters un peu plus forts. Alors ici, sur cette fin d'étape qui était totalement un imbroglio, avec des chutes, avec des cassures, peut-être les équipiers des meilleurs sprinters qui n'étaient pas forcément présents, plus un léger bug de PCM qui n'est pas nouveau, il date aussi de 2018 ou 2017, qui veut que parfois, sur l'étape 1 de Paris-Nice, la combativité des meilleurs sprinters n'est pas au top. Et ça permet des fois d'aller se la taper, celle-là. Alors que 2, 3 sont souvent mieux maîtrisés par l'IA. Donc, on va vérifier hein, si le principe s'applique là encore sur ce Paris-Nice. Donc, déjà, la bonne nouvelle, c'est que Kort Nielsen, il a réussi son Paris-Nice. Voilà. Il allait chercher une étape, il porte le maillot jaune, une journée ou je sais pas, on verra combien. Déjà, c'est déjà... c'est bon, ça va. Je peux rentrer à la maison. Oh, je plaisante, il y a besoin de jours de course, bien sûr. Après, attention, il y a beaucoup de vent sur cette étape. C'est un terrain pour des
bordure. Terrain à bordure, terrain à cassure, donc vigilance extrême. On se rapproche de l'arrivée, attention, attention. On va essayer de déboîter au bon moment, mais c'est compliqué, hein. Compliqué parce que Gaviria, il avait pris une sacrée longueur d'avance. Mais allez, je trouve que c'est pas humiliant, parce que notre ami Kurt Nielsen vient tout de même prendre une deuxième place. Deuxième place, donc en gros, Gaviria et Kurt Nielsen se sont échangés les rôles. Et bon bah, Kurt Nielsen conserve le maillot, faut pas me demander pourquoi, j'en ai aucune idée. Parce qu'ils font respectivement 1 et 2 et 2 et 1, donc il n'y a pas de différence entre les deux. Bon, passons. De toute façon, c'est pas grave parce que c'est loin d'être le classement général qui se joue ici. Même si, sur ces étapes-là, alors là, il n'y a pas de vent hein, sur l'étape 3. Mais sur l'étape 2, et d'ailleurs la 1 a été aussi catastrophique pour Alaphilippe, qui a perdu beaucoup de temps parce qu'il était impliqué dans la chute dans laquelle Niklas Ek était impliqué aussi, hein, je vous avais montré. Donc ouais, il faut être vigilant parce que en fait, Paris-Nice, sur ces étapes de plaine là, on peut certainement pas le gagner, hein, selon l'adage. On peut pas le gagner, mais par contre, il y a moyen de le perdre. Voilà, donc l'important c'est d'être vigilant, pas prendre de cassure inopinée. Allez, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bah écoutez, on va surtout assister à la victoire des deux échappés. C'est Geoffrey Soupe qui vient apporter une victoire dans le camp tricolore, voilà. Et le maillot sera de ce fait prélevé par Bookmans. Bookmans, voilà, l'équipe française en plus. Vital Concept Airbnb. Donc, écoutez, c'est rigolo. Changement de tunique pour l'ami Kurt Nielsen qui va passer en vert de ce fait. Et là, c'est le peut-être premier énorme rendez-vous de ce Paris-Nice, puisque on est sur un joli contre-la-montre individuel qui, pour le coup, mérite de s'y attarder. Il est super ce CLM. Il y a cette boss finale, vous voyez, cette boss finale sur laquelle il y a de vraies différences à faire. Et on commence à savoir un petit peu les jouer, celle-là. Hein. Ces profils sont intéressants. Il faut, en tout cas moi c'est ma manière de fonctionner. Hein. On peut échanger, partager sur ce sujet dans les commentaires avec le plus grand plaisir. Mais pour moi c'est assez clair que il faut pas trop se consommer sur toute la première partie avant la boss pour garder un maximum de barres à consommer pour faire un effort très intense sur la toute fin. Puis en plus là il y a eu des passages incroyables, hein. Il y avait des passages à 16-17%, hein. Donc ils étaient très courts, ok, mais pour un grimpeur, quel terrain de jeu idéal. Donc c'est comme ça que Lopez va aller chercher la première place provisoire du général devant des gens comme Dumoulin ou Roglic, excusez du peu. Donc vraiment un parcours pour grimpeurs. C'est pour ça que avec Henrik Mas, je m'applique également, parce que Henrik Mas, si vous regardez un petit peu en bas à gauche, vous allez voir que Henrik Mas, il avait progressé. L'entraînement lui a profité à ce garçon. Il lui a bien profité l'entraînement, puisqu'Henrik Mas est allé chercher un 81 en montagne qui pourrait modifier pas mal de choses chez Astana. Alors, même en cette saison 2020, ça pourrait modifier un paquet de choses. Déjà, il va prendre la 4ème place au général, ce qui est honorable. Ça permet de pas faire une croix sur la victoire au cas où Lopez aurait une défaillance. Et Mas, sincèrement, je suis hyper tenté. Moi, j'adore Henrik Mas. Je suis un gros fan de Henrik Mas. Son départ de chez Deceuninck Quick-Step, étant donné que c'est une équipe que j'apprécie, non pas en tant que fan, mais en tant que gros amateur. Henrik Mas qui part de Deceuninck parce que l'équipe ne lui a pas finalement donné les pouvoirs qu'il aurait pu souhaiter, hein. Peut-être quelques équipiers, etc. Bref, à cause un peu d'une orientation, hein. Donc, orientation de l'équipe, hein. Et peut-être de désaccords en interne, je l'ignore.
Ben, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que Henrik Mas était vraiment quelqu'un, je dirais, que je vois comme capable de gagner un grand tour en fait. J'aimerais en tout cas beaucoup qu'il le prouve maintenant qu'il sera chez Movistar. Moi, sur Pro Cycling Manager, j'ai forcément une part d'affectif à des moments hein, avec certains coureurs. Et en l'occurrence, faire triompher Henrik Mas sur un Giro ou alors une Vuelta, ça me ferait, bon, franchement, je trouve ça vraiment sympa, vraiment sympa. Donc, finale de l'étape 5, voilà, j'ai assez parlé d'autre chose. Toujours notre petit montage Freiley Kort Nielsen pour voir qu'est-ce qu'il est possible d'aller chercher sur du vraiment plat. Hein, on n'est pas sur le meilleur terrain de Kort Nielsen. Hein. Bon, bah écoutez, c'est une 5ème place avec des noms devant qui ne font pas rougir, puisque les 4 noms qui sont devant lui sont très très nettement des de meilleurs sprinters, y compris Pascal Ackermann. Le maillot de leader, maillot jaune, est donc sur les épaules de Miguel Angel Lopez, alors qu'il reste 3 étapes cruciales dans ce Paris-Nice, que ce soit l'étape 6, on surveillera l'échappée, hein, parce que ça peut vraiment s'échapper sur l'étape 6, avec une étape raide, qui est l'étape 7, col de la Couillole, et la boucle autour de Nice pour terminer. On terminera ça à l'épisode 17, parce que l'épisode là, présent 16 est déjà assez long. On vous proposera aussi Tirreno Profil 2014, on va se régaler. Il est joli Tirreno 2014. Et puis ce sera le chemin vers la mise en danger de l'équipe, puisque sur les Flandriennes notamment, on est loin d'être sûr de quoi que ce soit. Et c'est tout ce qui fait le sel de cette période qui arrive, où on pourra tenter sans avoir aucune garantie. Je vous dis à plus. Bye bye.